Alors, voilà, c'était intéressant alors, nous, on travaille avec Mickaël et ses équipes, et Joachim et Thomas depuis maintenant 2 années sur ces thématiques-là. Alors, c'était intéressant, vous avez vu les retours, puis la vision que peuvent avoir aussi nos collègues allemands par rapport à ces pratiques. Il faut savoir que les collègues interviennent dans toute l'Europe, hein, vous verrez tout à l'heure sur cette thématique-là depuis de nombreuses années, donc c'est vraiment intéressant de pouvoir interagir avec eux. Moi, je reprends 4 points qui me semblaient intéressants, qui étaient, par exemple, je vais commencer avec Pascal. Pascal, bon, on se connaît, c'est pour ça que je me permets de tutoyer Pascal. Pascal, tu es chef d'entreprise, tu es aussi leader du groupement Les entreprises s'engagent depuis peu, co-leader. Quand tu entends, donc tu nous diras, tu as à peu près entre 60-70 collaborateurs, quand tu entends qu'aujourd'hui, la difficulté pour les employeurs, c'est par exemple sur les seniors, les problématiques d'exigence salariale, voilà, comment tu l'appréhendes, toi en tant que chef d'entreprise, comment tu vois ça? Est-ce que c'est un frein à l'emploi de ces derniers? Oui, alors, c'est effectivement un frein, mais je dirais que toute compétence particulière, c'est normal qu'elle soit payée son juste prix. Et quand on recherche, j'ai un exemple en tête, on cherchait quelqu'un qui allait chapeauter tout un service de supply chain. C'est assez complexe, et j'avais trouvé vraiment la personne adéquate. Elle était chère, mais c'était pas grave, parce qu'elle allait apporter vraiment beaucoup à notre organisation. Et finalement, cette personne, elle a été préemptée par une autre structure. La preuve, c'est que c'est quelqu'un qui a des compétences, un savoir-être aussi certain. Effectivement, c'est très recherché. Mais d'une façon générale, hormis ce cas particulier où là on avait un cadre, quelque chose vraiment une compétence particulière, les seniors, nous, on a beaucoup de seniors dans notre structure, on chapeaute à peu près un effectif de 70 personnes, mais c'est souvent des gens qui sont déjà dans l'entreprise et qui prennent leur retraite et qui nous disent « Non, mais moi, j'ai pas envie de quitter l'entreprise, alors je voudrais intervenir sur des missions extrêmement courtes ou même en tant qu'intervenant extérieur. » Et on en a pas mal comme ça, donc de toute façon, on reste affilié au taux horaire, majoré même, largement majoré, pour continuer à travailler avec eux. Voilà. Donc oui, c'est un frein, mais ça dépend des cas. En tout cas, toi, en tant que chef d'entreprise, c'est pas une difficulté aujourd'hui d'intégrer un senior dans ta politique. Tu n'exclus pas l'intégration de seniors. Non. Je trouve qu'au contraire, c'est piloter une organisation avec 70 personnes sur toute la région Rhône-Alpes-Auvergne. C'est complexe parce qu'ils ne sont pas tous à portée de la main. Mais c'est sûr que la grande richesse, c'est une melting pot au niveau des âges, au niveau culturel, au niveau d'énormément de choses, et au contraire, c'est très enrichissant. Et moi, j'aime bien mixer dans les services des seniors avec des plus jeunes. Alors parfois, il faut décrypter, parfois c'est compliqué, mais c'est aussi très enrichissant. Merci Pascal. Je pense que vous aurez peut-être des questions. On laissera la possibilité de poser des questions juste après. Laurence, je vais te poser. Tu travailles pour l'APEC et on parlait tout à l'heure de partenariat, de rapprochement entre les structures, de non-concurrence, etc. C'est pas du tout le cas chez nous. Aujourd'hui, Mickaël insistait sur ce développement des compétences. Toi qui encadres des cadres, du coup, tu accompagnes des cadres, est-ce que cette problématique du développement des compétences sur des gens qui sont déjà, a priori, ultra formés, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui avec l'APEC, et comment tu abordes aussi ce public particulier, quoi? Merci. Alors, effectivement, les cadres seniors, j'en parlais tout à l'heure, sont un petit peu... il y a ce qu'on appelle les seniors, et puis les cadres seniors, qui est une population un tout petit peu à part, parce que justement, on pense que les cadres sont très formés, et les cadres seniors sont beaucoup moins diplômés que les plus jeunes. Beaucoup sont des cadres un peu, comme on dit, fait maison, c'est-à-dire sont des cadres aussi qui sont devenus cadres par l'expérience,
Et quand ils se retrouvent aujourd'hui au chômage, c'est-à-dire dans 8 cas sur 10, c'est plutôt à l'initiative de l'employeur, ça peut être plus difficile. Déjà, il y a une notion de deuil à faire de l'entreprise. Et puis, justement, il n'y a pas forcément le diplôme voulu, puisqu'on reste quand même dans une culture du diplôme qui reste prégnante, malgré les années d'expérience. Et donc, effectivement, les cadres seniors qui se retrouvent au chômage sont plus nombreux que les cadres au chômage en règle générale, donc ils sont plutôt 6-8%, à peu près 6,8% aujourd'hui, alors que les trentenaires et les cadras, c'est moins de 4% de taux de chômage. On voit très bien que même si le taux de chômage des cadres seniors est inférieur au taux de chômage général, les seniors le sont plus souvent et plus longtemps en fait. Et quand aujourd'hui, quand ils sont en recherche d'emploi, alors au-delà du salaire qui peut être un frein effectivement, la formation qui n'est peut-être pas celle qui est exigée aujourd'hui, il y a du développement de compétences à faire. Et la difficulté qu'on voit aussi, c'est qu'on avait fait une étude il y a quelques années de ça, qui montrait que alors les cadres se forment beaucoup, ont une appétence à la formation assez importante. Pour autant, les cadres seniors dans les entreprises, finalement, on était moins souvent, on les invitait moins à se former parce que justement il y avait la proximité de la retraite en vue, en se disant bon, on va peut-être pas investir. Et ça joue énormément, parce que quand on parle aussi de prévention, d'anticipation des ruptures professionnelles, si effectivement, à partir d'un certain âge, on n'est plus formé, forcément, quand on arrive à nouveau sur le marché du travail, on a des compétences qui sont certes intéressantes, mais qui sont peut-être plus tout à fait à jour. Donc ça peut doubler finalement la difficulté. Donc ça, c'est sur la partie prévention. Donc ce qu'on fait effectivement, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une nécessité pour eux. Alors déjà, il y a tout le travail entre guillemets de deuil, même si j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas de savoir dire, fermer la porte du chapitre qui vient de se terminer, et puis en ouvrir un autre, et donc définir un projet professionnel clair, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir identifier des formations pertinentes et qui viennent en tout cas créer cette mise à jour nécessaire pour pouvoir prétendre à nouveau à un emploi. Ce qu'on voit aussi, c'est que, alors il y a forcément, les cadres, c'est très difficile de parler comme ça, on a identifié 5 typologies entre guillemets de cadres qui recherchent un emploi. Alors je ne vais pas toutes les détailler, mais ce qui est important, c'est de voir qu'effectivement, on en a certains qui vont absolument vouloir rechercher un emploi en miroir, c'est-à-dire rechercher l'emploi qu'ils viennent de perdre. Et là, on se rend compte que ça va être très très difficile, parce que c'est quelquefois un poste qui a été créé finalement au fur et à mesure des années d'expérience et qui n'existe que dans l'entreprise dans laquelle ils étaient. Donc il y a tout ce travail-là à faire psychosocial, entre guillemets, de nos consultants pour faire bouger ces lignes-là. Et puis du coup, ils sont très arc-boutés également sur le niveau de salaire, en disant je veux garder la même chose. Et pour cela, on va voir que la recherche d'emploi va être plus longue, parce que le travail à faire est plus long. Et puis c'est comme ça qu'on retrouve des DELD, des demandeurs d'emploi longue durée, voire très longue durée, quand voilà. Et puis on en a d'autres qui ont très vite compris finalement qu'il va falloir bouger sur certains critères. Donc ça peut être sur le secteur, souvent c'est le secteur d'activité sur lequel on va bouger le plus vite, parfois sur le niveau de responsabilité. Le salaire peut venir avec une petite décote, et après effectivement l'idée c'est pas non plus d'être complètement, comme vous disiez très justement, il y a des compétences qui ont été acquises, il y a une expérience, voire une expertise qui est souvent en tout cas admise par les entreprises, et donc elle ne doit pas être dévalorisée non plus de façon trop forte. Donc on a vraiment cette palette d'attitudes, et effectivement nos consultants à l'APEC font attention. Donc il y avait cette notion de sur-mesure tout à l'heure aussi qui était évoquée par le département.
Mais c'est très important effectivement de voir quel accompagnement on peut proposer. Donc soit c'est de l'individuel, et tu parlais aussi de collectif, et on a aussi un accompagnement collectif, parce que le regard pluriel est très important justement pour faire bouger les lignes, et quelquefois on avance beaucoup plus vite avec le regard de ses pairs. Et c'est pareil, alors on fait plusieurs possibilités. Soit on a testé le collectif tout senior, c'est-à-dire en se disant, en partant du principe que très souvent, on met l'âge comme frein principal, mais je trouve pas parce que je suis trop vieux, les entreprises ceci, les entreprises cela. Donc on a fait un groupe senior, un grand groupe, voilà, en se disant, bah voilà, vous avez tous les mêmes critères, le même frein c'est l'âge. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait et bah, sur quoi on bouge. Et puis on a aussi beaucoup de groupes plutôt intergénérationnels, où c'est intéressant de se dire que moi j'ai 60 ans, mais celui de 29 ans, il a les mêmes difficultés que moi. C'est pas les mêmes critères, mais en tout cas, il a la même difficulté que moi d'accéder à l'emploi. Donc on travaille aussi sur ces leviers-là pour aider les cadres demandeurs d'emploi. Donc je ne veux pas parler trop parce que sinon... Non, mais ça va un petit peu dans le sens de ce que disait Pascal aussi, cette intergénérationnalité. Jamila, vous accompagnez des demandeurs d'emploi. J'étais surpris tout à l'heure parce que autant Pascal et Laurence confirment un petit peu l'étude qui a été réalisée par nos collègues allemands, autant tout à l'heure quand Pôle emploi nous évoquait la difficulté de la mobilité chez les seniors, l'étude montrerait que finalement, contrairement à ce qu'on peut penser, les seniors seraient assez mobiles quand ils sont demandeurs d'emploi. Alors, pourquoi Jamila est là? Parce que les collègues, enfin, je sais qu'il y a quelques personnes qui sont concernées, qui sont dans la salle, mais l'idée c'est qu'elles puissent se faire aussi porte-parole des personnes qu'elles accompagnent. Bonjour à tous, donc moi je suis conseillère emploi formation, référente handicap sur des groupes tremplin carrière, mais aussi sur de l'accompagnement individuel. Donc effectivement, je suis un peu surprise. Effectivement, sur les groupes, souvent, on a rarement des personnes n'ayant pas le permis de conduire. Sur un groupe, ça représente peut-être une ou deux personnes. Par contre, là où on voit qu'il y a un manque de mobilité, c'est qu'avec les problématiques santé, avec l'usure, on a de plus en plus de difficultés avec l'âge à élargir le périmètre géographique dans sa recherche d'emploi. Autant à l'âge de 30 ans, 40 ans, on peut envisager de faire 50 km pour aller au travail. Autant pour les personnes qui s'approchent de la soixantaine, c'est un peu plus compliqué. Et souvent, les bénéficiaires que j'accompagne me disent non, là, je ne me vois pas du tout aller à Lyon pour aller travailler, je ne me vois pas du tout faire du trajet, c'est fatigant, c'est usant. Il y a ce premier facteur, donc de la santé. Le deuxième facteur, c'est aussi le facteur économique. Donc avec l'augmentation du prix de transport, de l'essence, c'est des publics qui hésitent à prendre un emploi ou même aller à un entretien lorsque c'est trop loin. Bon, heureusement qu'il y a des dispositifs au niveau du Pôle emploi qui permettent de financer et d'aider les demandeurs d'emploi qui acceptent de faire plus de 30 km pour aller travailler. Donc le facteur économique, c'est quelque chose qui est vraiment examiné dans la recherche d'emploi. Et puis le troisième facteur, je dirais que c'est aussi des publics qui sont aidants dans leur vie quotidienne. Ils vont aider leur papa, leur maman, leurs enfants, garder les petits-enfants. Et donc on hésite à s'éloigner de son périmètre parce qu'on doit aller chercher l'enfant à l'école, on doit rentrer pour le papa qu'il faut aider. Donc ça c'est le troisième facteur. Mais après, je dirais qu'ils sont plus à même de faire des efforts sur le salaire, ce que vous disiez tout à l'heure, que sur la distance pour aller travailler. Enfin, après, c'est mon analyse. Mais... C'est intéressant de pouvoir comparer. C'est un petit peu le jeu de comparer un petit peu ce que l'étude montrerait. Alors peut-être il y a des choses qui peuvent être pas forcément dites, mais pensées. Voilà, mais en tout cas c'est intéressant qu'on puisse avoir aussi vous, votre analyse et ce côté aidant. C'est vrai que c'est une problématique qu'on a vu souvent apparaître, comme on peut le voir sur les jeunes mamans ou pour les publics un peu plus jeunes quand elles ont des gardes d'enfants. Dorine aussi, cette enquête, vous avez vu qu'on touchait ces publics cibles, qui sont les entreprises, les partenaires qui font de l'accompagnement emploi, etc. Et il y avait aussi les agences d'intérim. Et donc, dans ce cadre-là, tout à l'heure, Michael évoquait les difficultés de manque de réseau des personnes. Est-ce que les personnes
qui franchissent la porte de Xelium, l'agence d'intérim qu'on a développée hein, autour de vous, qui est réservée aux plus de 45 ans. Est-ce que, par exemple, c'est des personnes qui ont souvent un manque de réseau que vous pouvez rencontrer? Pour une grande majorité, oui. Ceux qui ont du réseau, c'est déjà une qualification plus. Après, bon, donc l'agence gère de 45 ans à plus. Pour ma part, le plus âgé à 72 ans. 72? Oui, un monsieur qui a passé la porte, 72 ans, pour venir s'inscrire. Donc c'est plutôt une question financière. Donc à 72 ans, les réseaux, on n'en a pas beaucoup. 45 ans, on va dire 45, 50 ans, voire 55 ans, oui. Ils sont dans l'air du temps avec des réseaux, que ce soit des réseaux LinkedIn ou autres, Facebook, ou voilà. Ou le bouche à oreille, ou les réseaux de personnes. Passé 55 ans, c'est un peu plus délicat. Alors c'est vrai, avant de faire une petite pause, j'avais une dernière question, Dorine, par rapport à ça. Un des points qui a été assez surprenant, c'est que, effectivement, quand nous, on avait créé cette agence, on s'était dit que ce serait surtout de l'intérim classique, quoi. Et finalement, on se rend compte que vous agissez plus comme quelqu'un qui va faire une cellule de recrutement, quoi, parfois pour les entreprises. Oui, on fait comme toute agence d'intérim du placement CDD, CDI, et actuellement, oui, on est plus basé sur du placement. Voilà. Les entreprises nous sollicitent, quelques-unes nous sollicitent pour du placement en direct, effectivement. Alors cette étude, merci Dorine, merci à tous les quatre, tous les cinq, cette étude elle sera disponible hein, si je vous invite à vous rapprocher des collègues de la Mille de l'Ain pour obtenir l'étude qui a été réalisée par Mickaël et ses équipes. On a pris un tout petit peu de retard, mais on sera dans les clous. On se propose de... Je ne sais pas s'il y a quelques questions peut-être par rapport à cette enquête, sinon je vous propose de faire une dizaine de minutes de pause et puis on se retrouve juste après pour la deuxième partie. Est-ce qu'il y avait des questions? Non, c'est la pause.